Alors, je vais laisser la parole au premier intervenant pour continuer sur tout ça. Donc, je vais laisser la parole à Dimitri Courant, qui est doctorant en sciences politiques, donc en co-tutelle, en co-tutelle entre Paris 8, l'université Paris 8 et l'université de Lausanne. Ses travaux portent, alors tu corrigeras si jamais je suis imprécis ou si ça c'est pas exactement ça, sur la démocratie délibérative, sur les nouvelles formes de la représentation politique et peut-être plus précisément sur les usages contemporains du tirage au sort. Et donc maintenant, il va nous parler de différentes innovations démocratiques liées notamment à l'exercice de la démocratie directe. Alors, je rappelle le titre de ton intervention, c'est « La démocratie et ses problèmes, délibération, participation et représentation ». Voilà, 1, 2, 1, 2. Okay. Merci beaucoup pour cette introduction et pour l'invitation. Le titre est peut-être un peu abscon, mais je vais essayer de... Étant donné que moi je fais de la sociologie qualitative empirique, je vais essayer de rendre ça un peu concret. Oui, je pense que je vais essayer d'utiliser un petit peu d'images parce que ça permet d'illustrer la situation dans laquelle on est à l'heure actuelle. Ok, et j'ai lancé le chrono. C'est ok, beaucoup de d'écho. Ça va comme ça, oui. Ok. Alors, peut-être pour introduire mon propos, je pense que la situation, que moi j'étudie depuis pas tout à fait 10 ans, mais qui m'a commencé à m'intéresser il y a une dizaine d'années, elle est palpable à l'heure actuelle en France avec beaucoup d'acuité. Donc j'ai peut-être un propos qui est facilité par le contexte actuel. Alors qu'à d'habitude je devais un peu plus le justifier, mais clairement à l'heure actuelle il y a un retour du refoulé, et je vais revenir là-dessus, avec d'un côté l'idée d'une démocratie comme idéal dont tout le monde se revendique, tout le monde est démocrate, tout le monde est pour la démocratie c'est tout ce que vous voulez, c'est énormément de choses, l'état de droit, l'accueil, la tolérance, l'inventivité, etc., etc. Et en même temps, comme dirait notre président, il y a une crise des institutions concrètes du gouvernement représentatif. C'est révélé avant les Gilets jaunes par d'autres mouvements sociaux, certains sur lesquels j'ai un peu travaillé, notamment Occupy, qui était un mouvement mondial dont le mot d'ordre était « Nous voulons une vraie démocratie ». Les Indignés, à peu près en même temps, qui disaient « Nous voulons une vraie démocratie », mais en espagnol. Et puis Nuit debout, qui disait grosso modo la même chose, et qui était il y a à peu près 2-3 ans en France, et qui était un mouvement aussi assez large dans tout le pays, qui a duré plusieurs mois. Et donc là-dessus, on pourrait se dire, mais le paradoxe, il est, mais pour ceux qui pensent qu'on est en démocratie à l'heure actuelle, c'est totalement illogique de demander la démocratie vu qu'on l'a déjà. Et donc, il y a tout un mouvement qui est fait de critique et de retour réflexif sur l'histoire qu'on nous a racontée, et notamment d'analyse à nouveau frais des révolutions, entre guillemets, démocratiques du XVIIIe siècle, en France et aux États-Unis, qui en fait n'étaient pas des révolutions démocratiques. Je reviendrai un tout petit peu là-dessus. Mais du coup, le fait est que quand on lance un modèle et qu'on continue à développer ce modèle, l'intention de départ et les fondations de ce modèle et le design initial, c'est pas un mot que j'utilise d'habitude, mais là je vais le faire, le design initial n'était pas un design démocratique, vous pouvez avoir autant d'updates que vous voulez, de mise à jour. Si la structure de base elle n'était pas faite pour être démocratique, vous n'allez pas réussir à changer la structure de base. Pour ça, on peut peut-être revenir rapidement sur une trilogie qui était excessivement célèbre, qui a été utilisée par Aristote, Polybe, Platon, Montesquieu, Rousseau, etc., qui est donc la division des régimes en trois formes, qui peuvent être soit droites, soit déviées. La monarchie, le pouvoir à un seul, qui peut dégénérer en tyrannie. L'aristocratie, le pouvoir à un petit groupe de meilleurs, des gens qui sont les meilleurs, qui peut dégénérer en oligarchie, qui peut avoir différentes formes, la plutocratie, le pouvoir de l'argent, ou la phallocratie, le pouvoir aux hommes. Et puis la démocratie, donc le pouvoir au peuple, ou à la masse, aux pauvres, qui peut dégénérer en ochlocratie, le pouvoir à la foule. Donc la question qui se pose à l'heure actuelle, c'est quel démos, étant donné qu'on nous prétend que le modèle qui a été choisi, ce qui est historiquement pas vrai, mais à l'heure actuelle, nous vivons dans une illusion, qui est l'illusion que le modèle qui a été choisi quand la monarchie a été abolie, c'était le modèle numéro 3, la démocratie, ce qui est faux. En fait, c'était le modèle numéro 2 qui a été choisi. Je vais revenir là-dessus un petit peu. Mais si on accepte le postulat faux, du coup, que le modèle choisi a été le modèle numéro 3, démocratie, quel est le démos et quel est le kratos? Qui décide? Qui gouverne? Comment? Et là-dessus, je vais donc essayer de voir les différentes formes que ça peut prendre en utilisant un fil directeur qui va être le mouvement des Gilets jaunes et le grand débat qui est en face,
Sachant que bon, c'est un mouvement récent, moi je travaille là-dessus depuis beaucoup plus longtemps que ça, mais finalement c'est une cristallisation et c'est encore plus clair dans la situation française à l'heure actuelle que dans les autres cas qu'on peut étudier ailleurs. Alors, premier modèle, la représentation ou l'oligarchie en crise, et que je vais détailler un petit peu, mais je vous ai mis des images, j'ai pas beaucoup de temps pour... J'ai essayé de les mettre en fond, mais j'ai pas réussi, donc vous les verrez pas longtemps. Alors, donc le premier point, un point important à souligner, c'est que à l'origine, quand donc le système représentatif sur lesquels on vit encore à l'heure actuelle sont créés, la visée est antidémocratique. La visée est certes antimonarchiste, la monarchie ça suffit, ou en tout cas il faut que ce soit une monarchie constitutionnelle et non pas une monarchie absolue, mais la visée n'est pas d'instaurer une démocratie. Et là-dessus, il y a les travaux de Bernard Manin ou de Francis Dupuy-Derry qui reprennent les propos des pères fondateurs en France et aux États-Unis des révolutions et qui montrent que la démocratie est le pire des modèles. À la rigueur, mieux vaut la monarchie pour eux. La logique de ce système-là, donc antidémocratique et de gouvernement représentatif, c'est d'avoir un consentement de la masse, mais une domination effective des élites. La masse, en plus, c'est relatif, puisque à l'époque, le droit de vote, c'est quand même pas beaucoup de personnes. Hein. C'est un suffrage censitaire. Donc, les luttes pour le suffrage universel, elles aboutiront bien des décennies plus tard. Ensuite, il y a aussi également là-dedans une vision antipolitique, qui est l'idée de la liberté des modernes. Pas besoin de participer, laissez des professionnels faire le travail politique pour vous, et puis vous, occupez-vous de votre sphère privée et du commerce, ça ira très bien. Qui a été détaillé par Benjamin Constant notamment, donc qui va à l'encontre de la liberté des modernes. Et donc voilà, le fait est que, contrairement à ce qu'on peut lire dans certains livres d'histoire, et je m'arrache les yeux à chaque fois que je les vois, mais le choix n'est pas de passer à une démocratie représentative par défaut, puisque la démocratie à l'athénienne directe n'est plus possible. La volonté est de ne pas faire une démocratie, et donc d'avoir un système d'élection et de représentation. Et pas par défaut. Parce qu'on pense que c'est mieux. Parce qu'en tout cas, ces personnes-là pensent que c'est mieux. Donc, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a eu un truchement sémantique important qui est analysé par Dupuy-Derry, notamment par l'influence du Parti démocrate, qui va se créer aux États-Unis contre le Parti républicain, puisqu'en effet, le modèle des révolutions américaines et françaises, c'est Rome, et éventuellement Sparte, mais c'est pas Athènes. Et donc le parti qui se crée est le parti républicain, qui va dominer la sphère politique américaine pendant plusieurs années. Et face à ce parti-là, Andrew Jackson va décider de fonder le Parti démocrate, ou en tout cas d'appeler son parti le Parti démocrate. Et c'est à ce moment-là que le truchement sémantique commence, avec notamment le livre de Tocqueville, et on va commencer à appeler le système américain démocratie, alors qu'en fait, à l'origine, le mot n'est pas présent. Et pas présent dans les textes officiels. Si vous allez à l'heure actuelle à Washington voir les documents officiels de la Révolution américaine, vous ne trouverez pas le mot démocratie. Donc du coup, à l'heure actuelle, il y a des indicateurs de crise de ce système-là. Le taux d'abstention qui est élevé, le taux d'encartement dans les partis politiques qui est bas, le taux de défiance qui est très élevé. Je ne reviens pas là-dessus. Et donc en fait, se pose la question, est-ce que choisir qui gouverne, puisque maintenant il y a le suffrage universel, et suffrage universel vraiment en France, c'est 1944, puisque les femmes n'avaient pas le droit de vote avant. Est-ce que choisir qui gouverne donc par les élections, est-ce que c'est ça gouverner? Est-ce que c'est ça avoir le pouvoir? Et quel mandat on donne? À nouveau, là, on a la logique de mandat représentatif. À l'origine, quand les révolutions ont lieu, on décide d'abolir les mandats, puisque les mandats, ça veut dire qu'il faut faire ce que les représentés disent que vous devez faire. Donc, bien sûr, il y a d'autres systèmes électifs il n'y a pas une seule alternative. Il y a le système français de scrutin uninominal à 2 tours et un système assez étrange du point de vue de l'ingénierie politique qui permet un paradoxe de Condorcet assez important. On peut se retrouver avec quelqu'un qu'en fait la majorité déteste, mais on peut se retrouver avec cette personne-là au pouvoir quand même. Donc il y a d'autres systèmes possibles, le jugement majoritaire, le vote de valeur, les élections sans candidat, je ne rentre pas là-dessus. Et là-dessus, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut éviter la représentation? Est-ce que la représentation n'est pas inévitable au bout d'un moment? Certes, mais il n'y a pas que l'élection dans les systèmes de représentation. Et par exemple, on le voit à l'heure actuelle avec les Gilets jaunes, dans les figures des Gilets jaunes, ils n'ont pas été, pour la plupart, n'ont pas été élus, elles ont accédé à la représentation par d'autres canaux. Et pareil pour les militants du climat. La jeune militante suédoise qui est en train de porter le mouvement des jeunes contre le climat, elle n'a pas été élue, mais c'est une représentante. Donc bon, faut penser aussi à la représentation et de l'élection. Et moi, le concept que je propose, c'est le concept de représentationnalité contre la représentativité. La représentationnalité, c'est le fait de représenter des gens sans leur ressembler, sans les consulter, sans nécessairement porter leurs désirs, mais sur une logique de vous votez pour moi et puis même si je ne vous ressemble pas sociodémographiquement et même si je ne vais pas vérifier que je respecte votre volonté, je vous représenterai, alors que la représentativité
ce serait d'avoir des gens qui vous ressemblent sociodémographiquement et ou qui ont un mandat impératif et qui donc vont faire ce que vous voulez qu'ils fassent. Je suis un peu long. Du coup, donc ça c'est donc le modèle en crise de représentation, c'est celui qui est sous le feu des critiques à l'heure actuelle avec le mouvement des Gilets jaunes. Donc face à ça, qu'est-ce qui est lancé ? Une participation. Donc avec ça c'est une image de RIL, réunion d'initiative locale dans le cadre du grand débat, qui est plus ouverte. Il ne faut pas nécessairement avoir vos signatures de grands électeurs, être dans un parti, être candidat, c'est plus simple d'aller à une réunion participative, mais qui reste une ouverture limitée. Donc déjà, il faut savoir qu'avant le grand débat, il y avait quand même pas mal d'expérimentations en termes de démocratie participative de façon globale. Les town meetings aux États-Unis, les budgets participatifs qui ont commencé à se développer dans le sud global avec le budget participatif de Porto Alegre au Brésil, les conseils de quartier en France qui ont existé pendant assez longtemps. Mais c'est un design qui est basé sur l'autosélection et le volontariat. Il faut que la personne elle se sente légitime et compétente pour qu'elle fasse l'effort de venir dans l'instance ouverte, certes, mais qui va faire en sorte qu'il n'y aura pas tout le monde dans cet espace-là. Donc le Grand Débat National propose une plateforme et des réunions d'initiative locale sur cette logique. Si vous vous sentez compétent, intéressé, en confiance, etc., vous y allez, sinon vous n'y allez pas. Et du coup, qu'est-ce qu'on retrouve ? La domination des dominants. Et là-dessus, moi j'ai fait partie de l'Observatoire des débats et, qui a fait passer des questionnaires et qui a fait des observations dans ces réunions d'initiative locale. Le profil type, c'est un homme d'environ 57-60 ans, diplômé, propriétaire de son logement, urbain, aisé, etc. C'est pas neutre qui se rend dans les espaces ouverts de participation. En règle générale, c'est ceux qui se sentent autorisés à participer, et c'est en règle générale ceux qui votent. Donc c'est pas ceux qui sont exclus, et en règle générale, c'est aussi à peu près le profil des gens qu'on retrouve dans les parlements, dans les partis, etc. Souvent aussi, ce qu'on a, c'est que vu que c'est pas facilité, c'est des temps courts, etc. On a en tout cas dans les reels, des successions de monologues. Chacun vient faire son petit point, puis il n'y a pas d'échange d'arguments. Donc en fait, ce n'est pas délibératif. C'est certes participatif, mais ce n'est pas délibératif. Puis on peut se demander aussi de participer pour quoi faire, au-delà de l'injonction. Et là, je rappelle l'échelle d'Arstein qui date un peu quand même, mais qui vous permet de voir, d'évaluer si vous êtes dans une opération de communication et de manipulation, ou si vraiment ça a un sens de participer et que vous allez pouvoir influencer le processus. Dernier dispositif que le gouvernement a mis en place en s'inspirant du coup d'expériences étrangères. Donc ça, je vous ai mis une photo de. Là, pour le coup, c'est pas la France, c'est la seule photo de titre non française que j'ai mis, mais ça, c'est un dispositif sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années, qui est une des assemblées citoyennes qui a eu lieu en Irlande. Là, c'était lors de leur délibération sur l'avortement. Et donc, c'est un modèle où, là, pour le coup, on essaye d'éviter les biais du design participatif ouvert. Donc, on rentre dans un design délibératif fermé, ce que j'ai appelé l'intelligence sans force. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, là, l'idée, ce n'est pas d'avoir un lieu ouvert où viennent ceux qui veulent, et en règle générale, vont venir ceux qui sont donc des dominants sociaux et qui ont un certain nombre de capitaux, culturels, sociaux, etc. Mais là, c'est l'idée d'avoir de la représentativité. Donc d'avoir un mini-public diversifié tiré au sort, où on s'assure qu'il y a le bon nombre de femmes, le bon nombre de personnes âgées, le bon nombre de jeunes, le bon nombre de personnes qui n'ont pas de diplôme. Donc on fait un tirage au sort stratifié. Ce panel, contrairement aux réunions participatives, est mis dans des conditions délibératives optimales. Il peut auditionner des experts contradictoires, il peut lire des articles, il peut auditionner des stakeholders, par exemple. Un exemple que je prends assez souvent, qui dans le cas de l'Assemblée citoyenne irlandaise sur l'avortement, l'audition a été par exemple celle de Amnesty International, qui était pour la légalisation de l'avortement, et puis de l'Église catholique irlandaise, qui était contre la légalisation de l'avortement. Donc voilà, il y a un échange d'arguments raisonnés, sourcés, vérifiés. Et puis ces groupes-là ne sont pas livrés à eux-mêmes, parce que sinon c'est les grandes gueules et à nouveau les dominants sociaux qui vont faire des effets de violence symbolique et de domination masculine souvent, et prendre le pouvoir dans ces échanges discursifs. Mais il y a de la facilitation pour s'assurer que ça n'arrive pas et que chacun a bien l'opportunité de prendre la parole, d'être entendu, d'être écouté. Il y a un certain nombre de dispositifs qui ont existé dans différents pays. Le Conseil supérieur de la fonction militaire en France, sur lequel j'ai travaillé, les cellules de planification, les jurys citoyens qui ont été inventés en Allemagne et aux États-Unis, mais qui se sont diffusés un peu partout dans le monde à partir des années 70, les conventions de citoyens sur les enjeux technoscientifiques,
donc qui dépassait la simple expertise d'usage, mais qui allait se poser sur des questions vraiment très techniques comme les OGM par exemple, ou les nanotechnologies, qui ont été inventées en Danemark et qui se sont diffusées un peu partout dans le monde aussi, notamment en Suisse. Les sondages délibératifs inventés au début des années 90 par James Fishkin, qui visait à, peut-être rapidement là-dessus, juste pour l'idée de James Fishkin, c'était de se dire, quand on pose une question dans un sondage normal, on a certes un bon échantillon diversifié, mais on pose la question à des gens qui n'ont pas le temps de se poser la question, qui n'ont pas le temps de réfléchir, qui n'ont pas le temps de vérifier l'information. Et qu'est-ce qui se passerait si on permettait au même échantillon qu'un sondage de se documenter, d'échanger, de réfléchir sur la question en lui donnant plusieurs week-ends de délibération. Un point sur lequel je passe un peu plus rapidement, et puis les assemblées citoyennes. Voilà, je vous ai mis quelques images de différents dispositifs. Il y a l'Assemblée citoyenne de Colombie-Britannique, par exemple, qui est la grand truc que vous voyez sur le côté. Donc le dernier dispositif, c'est les assemblées citoyennes. Donc là, qui sont vraiment des processus délibératifs, en effet, où on peut échanger des arguments, on peut réfléchir, on peut poser le pour et le contre. Il y en a eu un certain nombre, je ne vais pas les détailler. Mais la question qui se posait, c'est et à quoi ça sert? Quels effets? Concrètement, les citoyens, le petit panel, il délibère, c'est très bien pour lui. Le mini-public, il a bien réfléchi. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les décisions sont prises? Et du coup, ce qu'on a vu, c'est différents modèles. Aux Pays-Bas, en 2008, l'Assemblée a rendu son rapport au gouvernement qui n'a même pas souhaité que le Parlement en débatte, donc ça n'a servi à rien. En Belgique, il n'y avait pas de connexion institutionnelle, donc il n'y a pas eu de changement au niveau du gouvernement et des structures étatiques, donc un effet limité. Et en Colombie-Britannique et en Ontario, la décision a été soumise à référendum, mais avec un seuil important à atteindre de 60% qui n'a pas été atteint. Du coup, la proposition de nouveau code électoral n'a pas été mise en œuvre. En Islande, la nouvelle constitution, elle, a été soumise à référendum et a été approuvée par référendum, mais le Parlement bloque l'implémentation, donc pas d'effet. Et donc le seul pays pour l'instant dans lequel il y a eu des effets concrets d'articulation entre assemblée citoyenne tirée au sort et donc décision politique, c'est l'Irlande, dans lequel différentes assemblées citoyennes ont proposé des modifications, et 3 d'entre elles, le mariage pour tous, la légalisation de l'avortement et la fin de l'interdiction de blasphème ont été validées par référendum après proposition de l'Assemblée citoyenne. Ça reste donc un bilan plutôt mitigé. Et donc la question c'est, voilà, dans le terme délibération, il y a deux moments. D'un côté, le fait de poser des arguments et de les réfléchir et de peser le pour et le contre, et de l'autre, le fait de prendre une décision. Et du coup, si ces dispositifs permettaient la première étape, la deuxième étape n'était pas évidente. Donc, concernant du coup, le gouvernement, pour compenser le problème, notamment de manque de représentativité des réunions d'initiative locale, a aussi essayé d'avoir un dispositif de cette nature-là, mais beaucoup plus court, sur une journée et demie seulement. Donc, ils ont appelé les conférences citoyennes régionales. Il y en a eu 18 plus une pour la jeunesse. Donc, avec une répartition thématique aléatoire, donc les gens ne pouvaient pas délibérer sur les 4 thèmes, mais prenaient un thème et étaient collés à ce thème-là pour la durée de leur week-end. Une absence totale d'input, il n'y avait pas d'audition d'experts, il n'y avait pas de vérification de lecture d'articles scientifiques sur des questions, etc. Donc, ils délibéraient à sec avec leurs connaissances personnelles et des fois leur méconnaissance personnelle. Une facilitation à géométrie variable, puisque le nombre de conférences ont fait en sorte qu'ils ne pouvaient pas avoir un facilitateur professionnel à chaque table, et du coup les styles de facilitation étaient quand même relativement aux antipodes les uns des autres, tantôt totalement en retrait, tantôt très intrusif, ça dépendait. Et puis au final, donc, pressé par la pression du temps et le fait que chaque table devait au moins proposer une proposition, un prisme au consensus mou, la proposition qui fâche personne, même si c'est la moins radicale, et donc au citoyennisme, la participation c'est bien, oui, trier ses déchets, voilà. Et la faiblesse des normes, finalement, certaines tables n'ont pas utilisé par exemple des techniques de vote, ce qui a permis des stratégies d'acteurs assez efficaces, par exemple de filibustering, où un acteur avait une idée en tête, personne autour de la table avait l'idée, mais parce qu'il la répétait et qu'il n'y avait pas de vote, au bout d'un moment c'était son idée qui était actée. Voilà, donc un bilan plutôt mitigé sur ce dispositif. Oui, je précise que j'ai observé directement lors de 2 week-ends, puisque c'était en 2 week-ends. Chaque truc a délibéré qu'un week-end, mais vu qu'il y avait plein de régions à faire, ils ont fait ça en 2 week-ends. Bien. Bon, et du coup, si j'y arrive. Oui, si j'y arrive. Et du coup, la dernière forme de démocratie, qui est celle qui a occupé le mouvement des Gilets jaunes et des médias depuis quelque temps,
qui est la démocratie directe, le fait de ne pas vouloir participer, de ne pas vouloir délibérer, mais de vouloir décider. Donc en fait, le truc qui manquait dans les autres instances. Le fait de vouloir décider, et pas juste décider de qui va décider à ma place, mais décider moi-même. C'est ça la logique de la démocratie directe. Donc, peut-être très rapidement, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, une précision sur la pratique du référendum en France. Donc il y a une pratique de plébiscite qui a été instaurée notamment par Bonaparte, l'un comme l'autre, de référendum d'initiative présidentielle, qui est donc en fait l'antithèse du RIC. Ça veut dire que, moi j'habite en Suisse, il faut au moins 7 personnes pour déposer une initiative. Donc c'est pas possible d'avoir une seule personne qui le fait. Donc le plébiscite, il est sur un groupe nécessairement plus large qu'une seule personne déjà. Et ensuite, vu que la plupart du temps, les gens qui votent sur la proposition d'initiative ne savent pas qui sont les personnes dans le comité d'initiative, ou en tout cas pas la majorité, ils ne se prononcent pas sur l'identité de ces personnes-là, ils se prononcent sur la question qu'ils leur posent. Donc parler de plébiscite dans le cas du RIC, c'est assez bizarre. Si vous êtes vraiment contre le plébiscite, il faut militer pour que le président ait plus le droit d'avoir le référendum d'initiative présidentielle. Il ne faut pas militer contre le RIC. Il y a un traumatisme du non au traité constitutionnel européen de 2005, puisque le peuple s'exprime dessus, et puis finalement le Congrès décide qu'il s'en fiche un peu, quoi. Et puis il y a l'introduction sous Sarkozy du référendum d'initiative partagée. Alors là, pour la première fois, il y a un déclenchement enfin sur la question de la privatisation de l'aéroport de Paris qui a eu lieu hier avec la conférence de presse là ce matin. Mais c'est quand même quelque chose qui a été designé pour qu'on puisse pas s'en servir, quoi. C'est 1/5 des parlementaires, donc 185. Donc il a vraiment fallu que le pouvoir soit vraiment sourd pour aller à la privatisation, pour réussir à unir la droite et la gauche, pour qu'il y ait à peu près 200 parlementaires là qui signent. 1/10 du corps électoral, c'est-à-dire 4,5 millions de personnes, c'est énorme. En 9 mois, ça veut dire que vous devez récolter 16 000 signatures par jour. Bon, validation du Conseil constitutionnel, et ensuite 6 mois où le Parlement peut examiner la proposition. Et si le Parlement ne l'examine pas, même pour la rejeter, là il y a un référendum. Mais si le Parlement l'examine, même en 30 minutes, et la rejette, il n'y a pas de référendum. C'est quand même super limité comme dispositif. Et le référendum local, il y a une expérimentation tentée à Grenoble en 2016 et qui est interdite par la préfecture. Voilà, le préfet décide que ça, alors que c'est la mairie elle-même, la majorité, qui met en place le dispositif. La logique, c'était de récolter 2000 signatures. Ensuite, ça fait en sorte que le conseil municipal doit délibérer dessus. Et si le conseil décide de ne pas reprendre la proposition, à ce moment-là, il faut atteindre 20 000 votes, puisque c'était le nombre de votes que la majorité municipale avait reçu. Et ça a été interdit par un préfet. Bien. Du coup, rapidement... Qu'est-ce que demandent les Gilets jaunes à l'heure actuelle? Alors, c'est pas nouveau non plus, puisqu'il y a 10 ans, il y a une association qui demandait la même chose. Il y avait la France Insoumise, mais pas que. Il y avait aussi le Front Rassemblement ou Front National, je ne sais plus à l'époque, Génération et un certain nombre d'autres partis. Il y avait à peu près 5 ou 6 candidats qui proposaient ça en 2017. À l'époque, les médias avaient leur café de travers. Ça leur semblait pas si bizarre que ça. Et puis maintenant, il y a les Gilets jaunes, et du coup, ça a un peu plus crispé la classe politique. Donc, le nombre de RIC qu'ils demandent, c'est un RIC pour modifier la Constitution, constituant, législatif, proposer une loi, abrogatoire, abroger une loi, révocatoire, renvoyer un élu. Et puis moi j'en ai rajouté 2 autres parce que ça me semblait être plus complet. International pour les questions de traités internationaux, par exemple d'adhésion à un truc comme l'Union européenne ou l'OTAN. Et convocatoire, ça c'est une idée personnelle qui était non pas proposer une solution à une question directement, mais demander à ce que j'ai justement un processus délibératif avec potentiellement une assemblée tirée au sort qui s'empare d'un problème plutôt que de proposer une solution directement. Donc ils le veulent en toute matière, et leur logique c'est voter oui, on veut bien voter, mais élire non. On ne veut pas déléguer notre pouvoir de décider à d'autres personnes. Et puis une des choses qui s'est vue dans les manifestations, c'est nous ne voulons pas débattre, mais nous voulons décider. Rapidement, pour finir, la Suisse, donc, pour vous présenter un peu ce qui existe à l'étranger, a des votations et des spécificités. Donc déjà, c'est un pays fédéral, donc il y a plusieurs niveaux, avec donc plusieurs systèmes d'initiative. La Suisse n'est pas un système majoritaire ou présidentiel comme le système français, c'est un système avec un exécutif collégial. Donc la présidence est tournante, et il y a des gens de tous les partis dans l'exécutif, c'est ce qu'ils appellent la formule magique. Ils ont un chômage à 3%, une forte population immigrée, et leur taux de satisfaction envers leur système politique est à peu près inverse au nôtre. C'est-à-dire que nous, il y a 80% de gens qui ne sont pas satisfaits du système politique, eux, il y a 80% de gens qui sont satisfaits de leur système politique. Il faut distinguer 3 types de votations.
en Suisse, le référendum obligatoire, si jamais on veut changer la Constitution ou par exemple adhérer à l'Union européenne, à ce moment-là, il doit y avoir un référendum, c'est automatique. Le référendum facultatif, si jamais une loi passe au Parlement, vous avez 100 jours pour récolter 50 000 signatures pour bloquer cette loi. Et enfin, l'initiative populaire, qui au niveau fédéral ne concerne que la Constitution, mais vu que la Constitution, il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez mettre dedans. La dernière fois, on a voté sur l'écornage des vaches. Donc voilà. C'est 100 000 signatures papier récoltées en 18 mois. Pour vous donner un élément chiffré, c'est difficile d'atteindre ce taux de signature, donc de faire aboutir l'initiative. Et ensuite, il y a à peu près 10% des initiatives abouties qui ont été approuvées par vote. Donc, il n'y a pas une initiative qui est approuvée tous les 4 matins, ça c'est faux. Mais par contre, il y a une centaine d'initiatives qui ont été retirées parce que le Parlement s'est emparé de la question et a proposé une loi sur la question, ce qui fait dire aux parlementaires suisses qu'en fait, le système de démocratie directe en Suisse renforce le rôle du Parlement, qui peut aussi d'ailleurs proposer des contre-projets. Pour chaque initiative qui passe, le Parlement peut faire un contre-projet. À ce moment-là, les électeurs suisses, enfin les votants suisses plutôt, décident de voter pour le projet des initiants, des citoyens ou des parlementaires. Ils ont le choix. Et ce sont donc les citoyens qui votent le plus au monde et qui, d'ailleurs, ont le meilleur niveau de connaissance sur les institutions de l'Union européenne, alors qu'ils ne sont pas dans l'Union européenne. Mais vu qu'ils votent dessus régulièrement, ils sont un peu plus informés que nous, par exemple. Je vais passer rapidement parce que là, on n'a pas le temps. Peut-être juste un truc, et je vous ai déjà plus ou moins parlé de l'Irlande. Juste un truc intéressant, c'est les États-Unis. Donc je prendrai que cet exemple-là. Si les autres vous intéressent, vous poserez des questions dessus. Les États-Unis, donc eux, ils ont un système de référendum révocatoire qui s'appelle donc le recall. On rappelle la personne, qui est assez largement utilisé dans de nombreux États. Donc ils l'ont pas au niveau fédéral, mais ils l'ont au niveau des États. Et ça rentre dans leur logique d'accountability. C'est-à-dire que les élus, ils doivent rendre des comptes à leurs électeurs. Et si les électeurs ne sont pas contents, on doit pouvoir les virer. Et ils ont également inventé un truc intéressant qui s'appelle les Citizen Initiative Review, où là, pour le coup, ils veulent coupler démocratie délibérative et démocratie directe. Ils font ça depuis une dizaine d'années dans plusieurs États, notamment l'Oregon, où ils tirent au sort un jury citoyen qui va auditionner des experts, des pour et des contre, et qui va rédiger une information neutre et bien informée sur l'enjeu à voter. Et cette information-là sera envoyée à tous les électeurs de l'État avec leur matériel de vote. Donc tous les électeurs peuvent le lire. Et moi, je travaille sur un projet, on est en train de le mettre en place en Suisse, dans le canton de Genève. Il y a un certain nombre de questions qui se posent, vous les avez sans doute entendues dans les médias, donc on pourra revenir dessus si vous voulez dans les questions, je vais passer là-dessus. Voilà, je ne vais pas détailler. Et donc, une question intéressante maintenant, dans ma conclusion, ce serait quelle articulation on peut penser entre ces différentes formes. Et là, vous avez quelque chose d'assez intéressant, par exemple, c'est l'Irlande, donc un pays dans lequel j'ai passé un certain temps, où vous avez un des panneaux d'une protestation, donc d'une forme de mobilisation dont je n'ai pas trop parlé, qui est écouter l'Assemblée citoyenne. Et donc, en gros, ce que demandaient ces manifestants, c'était de pouvoir voter par référendum à la proposition de l'Assemblée citoyenne tirée au sort, qui avait été initiée par le Parlement, afin de pouvoir changer la loi sur l'avortement, enfin la Constitution même. Donc voilà, il ne faut pas nécessairement penser des oppositions fermes, strictes et définitives entre ces différentes formes. Il y a des complémentarités. On peut articuler délibération, association, référendum, initiative, élection, participation. Il ne faut pas oublier un truc dont je n'ai pas parlé, mais qui était le point de départ et le point d'arrivée, du coup, c'est la forme de mobilisation, la démocratie sauvage, le fait de prendre la rue, d'occuper un espace qui n'était pas censé être occupé, de boycotter, de bloquer, enfin, ce qu'ont fait Gandhi en Inde et Martin Luther King aux États-Unis, par exemple. Une chose intéressante aussi, ce serait de penser le RIC finalement comme un droit démocratique individuel que vous pouvez ou vous ne pouvez pas utiliser, au même titre finalement que les différents progrès que les minorités actives, jamais les majorités, les minorités actives ont permis d'obtenir, à savoir le suffrage universel masculin, puis le suffrage universel tout court, les droits civiques, etc. etc. Et également de penser quand l'argument est fait de « ah oui, mais les gens ne sont pas habitués à ça », que l'éducation, ça vient par la pratique. Si à aucun moment dans votre vie vous entraînez à nager, vous ne saurez pas nager. Si un jour on vous met dans l'eau, vous apprendrez à nager. Donc c'est en exerçant le pouvoir qu'on devient citoyen, et non pas, enfin ça peut pas être un argument de dire que les gens ne sont pas prêts parce qu'ils seront jamais prêts s'ils se préparent pas. Et enfin, pour penser des trucs qui reviennent beaucoup là en ce moment dans le débat, est-ce qu'on parle de populisme ou est-ce qu'on parle tout simplement d'anti-élitisme ? Et je pourrais revenir là-dessus, sachant que finalement, à l'origine, quand le mot populisme émerge, c'est absolument pas quelque chose qui est connoté de façon xénophobe, homophobe, tout ce que vous voulez avec phobe. C'est un mouvement d'affirmation, finalement démocratique, que le kratos doit être au démos, et donc que le pouvoir doit être rendu au peuple. Et donc,
dans l'affirmation que le populisme hérisse, finalement, il y a une affirmation antidémocratique qui est « je ne veux pas que le pouvoir soit rendu au peuple ». Et je pense qu'il faut au bout d'un moment sortir du malentendu là-dessus. Voilà.